Avez-vous déjà vu une famille de la haute société parisienne se désintégrer en l'espace d'une seconde, le temps qu'il faut pour qu'un collier de perles touche le sol en marbre? Imaginez la scène. Vous êtes au mariage de votre sœur, au cœur du prestigieux hôtel Shangri-La. 200 invités, l'élite de la capitale, vous observe. Votre mère vient de vous gifler si violemment devant tout le monde que votre collier, un héritage inestimable, a explosé. Les perles roulent partout. Le silence est assourdissant. On s'attendait à ce que je pleure, que je m'excuse, que je cède mon appartement de 2 millions d'euros comme il l'exigeait. Au lieu de cela, j'ai ramassé une seule perle, je suis sortie, et j'ai passé un coup de fil. 1 heure plus tard, ma grand-mère, celle qu'il croyait sénile, a franchi les portes de la salle de réception avec la police. Ce soir-là, ma mère n'a pas seulement perdu sa dignité. Elle a tout perdu. Avant de vous raconter comment nous en sommes arrivés à cette nuit fatidique où les masques sont tombés, j'aimerais savoir qui est là avec moi. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore lire vos réponses, cela me donne l'impression que nous sommes connectés à travers le monde. Abonnez-vous si vous aimez les histoires où la justice finit par triompher, même si le chemin est douloureux. Tout a commencé il y a 3 mois, un mardi matin grisâtre de novembre. Je m'appelle Soline, j'ai 32 ans et je suis restauratrice d'œuvres d'art. Mon travail consiste à prendre des choses brisées, anciennes, oubliées, et à leur redonner leur éclat d'antan avec patience et minutie. C'est ironique, n'est-ce pas? Je passe ma vie à réparer les fissures sur des toiles du XVIIe siècle, mais je n'ai jamais réussi à colmater les brèches de ma propre famille. J'étais dans mon atelier, en train de travailler sur une petite nature morte flamande, quand le coursier est arrivé. Il ne m'a pas remis l'enveloppe en main propre à mon appartement, non. L'invitation a été livrée directement à mon bureau, devant mes collègues et mes employés. C'était un calcul typique de ma mère, Hermine. Elle voulait que tout le monde sache que j'étais invitée, pour maintenir les apparences, mais elle voulait aussi s'assurer que je ne puisse pas refuser sans avoir l'air d'une sans-cœur devant mon équipe. L'enveloppe était en vélin lourd, couleur crème, avec une calligraphie dorée à la feuille. À l'intérieur, le carton d'invitation annonçait le mariage de ma sœur cadette, Ophélie, avec Côme de Valois. Un nom à particules, une famille de banquiers, un mariage qui allait sceller l'ambition sociale de mes parents. Mais ce n'est pas l'invitation qui m'a glacé le sang. C'était le petit mot, griffonné sur un post-it jaune vulgaire collé au dos du carton prestigieux. L'écriture anguleuse de ma mère était inconfondable. Soline, ta présence est requise pour la photo de famille. J'ai dit aux tantes que tes affaires allaient mal en ce moment pour expliquer pourquoi tu ne feras pas de cadeau de mariage onéreux. Ne nous fais pas honte. Mais ta robe beige de l'année dernière, celle qui est un peu terne. Inutile d'essayer d'éclipser ta sœur. C'est son jour, pas le tien. J'ai relu le mot 3 fois. Le mépris suintait de chaque syllabe. Tes affaires allaient mal. C'était un mensonge éhonté. Mon studio de restauration était florissant. J'avais des contrats avec le musée d'Orsay et des collectionneurs privés à Londres et New York. Mais pour Hermine et mon père, Amaury, mon succès était une anomalie. Pire, c'était une insulte. Comment l'enfant qu'ils avaient toujours traité comme le brouillon raté pouvait-elle réussir par elle-même, alors que leur chef-d'œuvre, Ophélie, n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie? J'ai posé l'invitation sur mon bureau, à côté de mes solvants et de mes pinceaux. Je suis allée à la fenêtre de mon bureau, qui donnait sur les toits de Paris. Au loin, la tour Eiffel perçait la brume. Je vivais dans un penthouse magnifique du 16e arrondissement, un appartement que ma grand-mère reine m'avait légué de son vivant, il y a 5 ans. C'était ce penthouse qui était le véritable nœud du problème. Pour mes parents, le fait que je vive là-bas, dans le luxe, alors qu'ils s'enfonçaient dans les dettes pour maintenir leur train de vie, était insupportable. Ophélie allait se marier. Elle allait devenir une de Valois. Et mes parents voyaient là l'opportunité ultime de rétablir leur fortune et leur gloire. Mais ils avaient besoin de quelque chose. Ils avaient besoin d'une dot, d'un symbole de richesse à présenter à la belle famille. Et ils avaient décidé que ce symbole, ce serait mon appartement. Je ne savais pas encore jusqu'où ils iraient pour l'obtenir. Je pensais qu'il s'agirait des pics habituels, des commentaires passifs-agressifs lors des dîners de famille. Je n'avais pas imaginé qu'ils transformeraient le plus beau jour de la vie de ma sœur en un tribunal public pour m'exécuter. J'ai caressé mon cou, là où reposait le collier de perles fines que grand-mère reine m'avait offert pour mes 30 ans. C'était mon talisman.
Je ne me doutais pas qu'il allait bientôt devenir l'instrument de leur chute. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas déchiré cette invitation sur le champ, il faut que je vous fasse visiter ce que j'appelle mon musée des cicatrices. Ce n'est pas un lieu physique, c'est une collection de souvenirs que je garde enfouis, des preuves tangibles de ma place dans cette famille. Première salle d'exposition, mes 10 ans. C'était mon récital de piano au conservatoire. J'avais répété pendant 6 mois. Je jouais du Chopin. J'étais terrifiée mais fière. Quand le rideau s'est levé, j'ai cherché mes parents au premier rang, là où les places étaient réservées. Les sièges étaient vides. J'ai joué avec les larmes aux yeux, une boule dans la gorge. Quand je suis rentrée à la maison, ma mère était assise sur le canapé avec Ophélie, qui avait alors 4 ans. « Oh, Soline, ne fais pas cette tête », a dit Hermine en sirotant son thé. Ophélie s'est égratigné le genou dans le parc. Elle hurlait. Nous ne pouvions tout de même pas la laisser avec la nourrice dans cet état pour aller écouter tes gammes. Une égratignure. Contre 6 mois de travail. C'était la première leçon. La douleur imaginaire d'Ophélie vaudrait toujours plus que mes réussites réelles. Deuxième salle, ma remise de diplôme, 22 ans. J'avais fini major de ma promotion en histoire de l'art et restauration à l'école du Louvre. C'était une consécration. J'avais travaillé comme serveuse les soirs et week-ends pour payer mes fournitures, car mes parents prétendaient être un peu juste niveau trésorerie. Ce jour-là, mon père, Amaury, m'a pris à part. Je pensais qu'il allait me féliciter, peut-être me donner une petite enveloppe pour m'aider à m'installer. Au lieu de cela, il a évité mon regard. Soline, ma grande. Tu sais que nous avions mis de côté un petit fonds pour tes débuts dans la vie active? J'ai hoché la tête, le cœur battant d'espoir. Eh bien, voilà. Ophélie vient d'avoir son permis. Et tu sais comme les routes sont dangereuses. Nous avons utilisé cet argent pour lui acheter une voiture neuve. Une petite décapotable, pour qu'elle soit en sécurité. Tu es débrouillarde, toi. Tu t'en sortiras, n'est-ce pas? J'ai souri. Un sourire qui me faisait mal aux joues. J'ai dit bien sûr, papa. Je suis rentrée chez moi en métro, avec mon diplôme sous le bras, pendant qu'Ophélie postait des photos de sa nouvelle voiture sur Instagram avec la légende « Les meilleurs parents du monde ». Et enfin, la pièce maîtresse du musée, le Penthouse. 2018, ma grand-mère reine, la mère d'Hermine, était une femme redoutable. Ancienne juge, elle avait un regard qui pouvait traverser le béton. Elle voyait tout. Elle voyait comment Hermine me traitait, comment Amaury courbait l'échine, comment Ophélie devenait un monstre d'égoïsme. Quand elle a commencé à sentir sa santé décliner, elle m'a convoquée. Pas mes parents. Moi. Soline, m'avait-elle dit de sa voix rocailleuse, assise dans son fauteuil Louis XV. Je te fais une donation de mon vivant. L'appartement de l'avenue Henri Martin. Il est à toi. J'étais sous le choc. Mais grand-mère. Maman va être furieuse. Elle pense que ça lui revient. Reine avait frappé le sol de sa canne. Ta mère a épousé un homme faible et a élevé une fille ingrate. Si je lui donne cet appartement, dans 5 ans, il sera vendu pour payer leurs dettes de jeu ou leur voyage aux Maldives. Toi, tu as une colonne vertébrale. Tu as du respect pour le passé. Tu le garderas. Elle avait raison. Mes parents vivaient au-dessus de leurs moyens depuis des décennies. Ils maintenaient une façade de richesse aristocratique qui s'effritait de partout. Crédit revolving, hypothèque cachée, emprunt à des amis qui ne leur parlaient plus. Le Penthouse, libre de toute dette, valait une fortune. Quand ils ont appris la donation, la guerre froide a commencé. Ils ne pouvaient pas attaquer la décision de Reine tant qu'elle était lucide, mais ils m'ont fait payer chaque mètre carré de cet appartement par leur silence, leur exclusion et leur regard haineux. Aujourd'hui, avec ce mariage, ils étaient dos au mur. J'ai appris par des bruits de couloir que la famille de Côme, les de Valois, avait posé des conditions financières strictes. Mes parents avaient promis une dot immobilière pour Ophélie. Ils avaient promis mon appartement. Sans jamais m'en parler. Ils avaient vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et l'ours, c'était moi. Une semaine avant le mariage, l'appel tant redouté est arrivé. Dîner de famille. Ce soir. 20h, ta présence est non négociable, avait déclaré Hermine sur mon répondeur. Sa voix était tranchante comme un scalpel. Je savais que je ne pouvais pas fuir indéfiniment.
J'ai mis mon armure psychologique, un tailleur pantalon noir, strict, et le collier de perles de grand-mère reine. L'ambiance dans l'appartement de mes parents, situé dans le 8e arrondissement, une location hors de prix qu'ils peinaient à payer, était étouffante. Ophélie était là, radieuse et superficielle, pianotant sur son téléphone. Côme, son fiancé, sirotait un whisky avec une arrogance décontractée. Mon père, Amaury, semblait plus voûté que jamais, fuyant mon regard en s'intéressant excessivement à ses ongles. Le dîner s'est passé dans un silence tendu, ponctué par les commentaires d'Ophélie sur les préparatifs, les fleurs importées de Hollande, le champagne millésimé, la robe sur mesure. Tout cela coûtait une fortune qu'il n'avait pas. Je me demandais d'où venait l'argent. Au moment du café, Hermine a posé sa tasse avec un cliquetis sec. Bien. Parlons des choses sérieuses. Soline, nous avons besoin de régler la question du logement des jeunes mariés. J'ai bu une gorgée d'eau pour calmer ma gorge sèche. Je pensais qu'il cherchait quelque chose du côté de Neuilly. Côme a besoin de rester dans Paris intramuros pour ses affaires, a coupé Hermine. Elle m'a fixé droit dans les yeux. Ils vont s'installer avenue Henri Martin. Dans le Pentouze. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. C'est impossible, maman. C'est chez moi. J'y vis. Mon atelier est installé dans la verrière. Ophélie a levé les yeux de son écran, un petit sourire en coin. Allez Soline, ne sois pas égoïste pour une fois. Côme et moi avons besoin d'espace. Tu es toute seule, tu n'as pas besoin de 200 mètres carrés. Un studio te suffirait amplement. Ce n'est pas une question de besoin, Ophélie. C'est ma propriété. Grand-mère me l'a donnée. C'est là que le ton a changé. Le masque de civilité est tombé. Hermine s'est levée, contournant la table pour se placer derrière moi. Je sentais son parfum capiteux, étouffant. Écoute-moi bien, ma petite ingrate, a-t-elle murmuré, sa voix basse vibrant de rage contenue. Tu vas signer l'acte de donation que maître Duprat a préparé. Tu vas le faire comme cadeau de mariage. C'est la tradition. L'aînée aide la cadette. Je ne signerai rien, ai-je répondu, ma voix tremblant légèrement malgré moi. Mon père a enfin pris la parole, d'une voix faible et plaintive. Soline, s'il te plaît. Les de Valois s'attendent à ce geste. Si nous ne fournissons pas ce logement, le mariage pourrait être compromis. Tu ne veux pas être responsable du malheur de ta sœur? Je ne suis pas responsable de vos mensonges, papa. Vous avez promis mon bien sans mon accord. Hermine a posé ses mains sur mes épaules, ses ongles s'enfonçant dans ma chair à travers le tissu de ma veste. Tu ne comprends pas, Soline. Ce n'est pas une demande. Si tu ne signes pas le jour du mariage, devant tout le monde, pour officialiser l'union, je te détruirai. Je me suis dégagée brusquement. Tu ne peux rien faire. Elle a ri, un son froid et sans joie. Ah non? Tu oublies qui je connais dans ce milieu. Je dirai à tout Paris que tu as manipulé une vieille femme sénile pour la dépouiller. Je lancerai des rumeurs sur ton professionnalisme. Je dirai que tu voles des œuvres d'art, que tu fais des faux. Avec mon réseau, en un mois, plus aucun client ne franchira la porte de ton atelier. Tu seras fini. J'ai regardé mon père. Il a baissé la tête. J'ai regardé Ophélie. Elle souriait, triomphante. C'est pour le bien de la famille, Soline. Ne sois pas dramatique. J'étais seule. Totalement, effroyablement seule face à 3 prédateurs qui partageaient mon sang. Je me suis levée, j'ai pris mon sac. On se voit au mariage, ai-je dit. Apporte le stylo, a lancé Côme en riant, comme si c'était une bonne blague. Je suis sortie dans la nuit parisienne, tremblante de rage et de peur. Ils étaient sérieux. Ils étaient prêts à sacrifier ma vie, ma carrière, mon toit, pour maintenir leur illusion de grandeur. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je n'étais plus la petite fille qui pleurait pour un récital de piano manqué. Je m'arrête un instant ici. Je veux vous poser une question très sérieuse. Si vous étiez à ma place, menacé de voir votre carrière détruite et votre réputation salie par votre propre mère, auriez-vous signé pour avoir la paix? Auriez-vous cédé votre maison pour sauver les apparences? Dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires. J'ai besoin de savoir si j'ai eu raison de tenir bon. Le jour du mariage est arrivé avec un ciel de plomb sur Paris,
menaçant d'orage. J'ai respecté la consigne vestimentaire insultante de ma mère, j'ai porté une robe beige simple, élégante mais discrète, presque invisible. Mais autour de mon cou, j'ai mis le collier de perles. C'était ma déclaration de guerre silencieuse. Ces perles venaient de Rennes. Elles symbolisaient la vérité. L'hôtel Shangri-La, ancienne demeure du prince Roland Bonaparte, était le décor parfait pour cette mascarade. Dorures, lustres en cristal, tapis épais qui étouffaient les pas. L'odeur des lys blancs et des parfums coûteux saturait l'air. Il y avait là tout le gratin parisien, des banquiers, des avocats d'affaires, quelques célébrités de seconde zone et, bien sûr, le clan de Valois, qui regardait ma famille avec une condescendance à peine voilée. Dès mon arrivée, j'ai senti le piège se refermer. À l'entrée de la salle de bal, le plan de table était affiché sur un chevalet doré. J'ai cherché mon nom à la table d'honneur, près des parents et des témoins. Rien. J'ai parcouru la liste. Table 1, table 2. Rien. J'ai fini par me trouver. Table 18. La table 18 était située tout au fond de la salle, à côté des cuisines et derrière un pilier massif qui bloquait la vue sur la piste de danse. À ma table, il n'y avait que des visages inconnus ou gênants, l'ancienne nourrice d'Ophélie qui perdait un peu la tête, deux cousins éloignés de province qu'on avait invités par obligation, et un collègue de bureau de mon père qu'il n'aimait pas. C'était une humiliation calculée. Ma mère me disait sans mot dire, « Tu n'es personne. Tu es tolérée, mais tu n'appartiens pas à notre cercle. » Je me suis assise, le dos droit. J'ai commandé un verre d'eau, refusant le champagne. Je devais garder l'esprit clair. Côme, le marié, faisait le tour des tables pour saluer les invités. Il portait un smoking qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Il s'est arrêté à ma table, non pas pour me saluer, mais pour vérifier que j'étais bien là, à ma place de paria. Il s'est penché vers moi, une main sur le dossier de ma chaise, son haleine sentant déjà le cognac. Alors, la belle-sœur ? Prête pour le grand geste ? Il a jeté un coup d'œil à mon sac à main posé sur mes genoux. J'espère que tu as les papiers là-dedans. Daphné est très excitée à l'idée de redécorer. Elle trouve que ton goût est un peu désuet. J'ai serré ma pochette. Profite de ta soirée, Côme. Les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Il a ri, un rire gras et suffisant. Ici, c'est nous qui écrivons le scénario, Soline. Ne l'oublie pas. Il m'a tapoté l'épaule comme on tapote un chien obéissant et s'est éloigné. Je regardais la salle se remplir. Je voyais ma mère, Hermine, virevoltée dans une robe bleu nuit de créateur, jouant la maîtresse de maison parfaite. Elle riait, touchait les bras des invités importants, leur glissait des confidences. De temps en temps, son regard traversait la salle et se posait sur moi. Ce n'était pas un regard maternel. C'était le regard d'un tireur d'élite vérifiant sa cible avant de presser la détente. Le dîner a commencé. Les plats se succédaient, homard bleu, foie gras, filet de bœuf en croûte. Je n'ai rien avalé. J'avais un nœud dans l'estomac gros comme un poing. Je savais que le moment approchait. Le moment où ils allaient essayer de m'acculer. J'ai sorti mon téléphone sous la table. J'ai envoyé un message unique, c'est pour bientôt. La réponse a été immédiate, nous sommes prêts. J'ai rangé le téléphone. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, mais à l'extérieur, je suis restée de marbre. J'observais ma famille festoyer sur le bord du précipice, inconsciente de la chute qui l'attendait. Ils pensaient que j'étais leur proie. Ils ne savaient pas que j'étais l'appât. Le moment redouté est arrivé entre le plat principal et le dessert. Les lumières de la salle se sont tamisées, ne laissant que les chandeliers et quelques projecteurs braqués sur la scène où l'orchestre venait de finir de jouer. Hermine est montée sur l'estrade. Elle a pris le micro d'un geste assuré. Le silence s'est fait progressivement. Tous les visages se sont tournés vers elle. Elle était dans son élément, rayonnante, toxique. Mes chers amis, famille, belle famille, a-t-elle commencé, sa voix amplifiée résonnant dans la salle de bal. Quelle joie de voir nos deux familles unies aujourd'hui. L'amour est une chose merveilleuse, n'est-ce pas? Des murmures d'approbation ont parcouru la salle. Mais une famille, c'est aussi le soutien. L'entraide. Le sacrifice. Elle a marqué une pause théâtrale, ses yeux balayant la foule avant de se fixer, tel un laser, sur le pilier derrière lequel j'étais cachée.
Ce soir, nous avons une surprise très spéciale. Une démonstration de l'amour inconditionnel qui unit nos enfants. Elle a fait un signe de la main. Un notaire, un homme que je reconnus comme étant maître Duprat, un vieil ami véreux de mon père, s'est avancé sur scène avec un dossier en cuir rouge orné d'un ruban. J'aimerais appeler ma fille aînée, Soline, à me rejoindre, a-t-elle annoncé. Le projecteur a tourné, cherchant sa cible, et a fini par m'aveugler. J'étais exposée. 200 personnes me regardaient. Des applaudissements polis ont commencé, encouragés par le regard insistant de ma mère. Je ne pouvais pas refuser de monter sans faire un esclandre immédiat. Je me suis levée, mes jambes semblaient faites de plomb. J'ai traversé la salle, sentant les regards peser sur ma robe beige simple, sur ma solitude. Quand je suis arrivée sur l'estrade, Hermine m'a pris par le bras. Sa prise était ferme, douloureuse. Elle m'a souri, un sourire carnassier destiné au public. Soline, a-t-elle dit dans le micro, tu as toujours été une sœur dévouée. Et ce soir, tu as décidé de faire un geste magnifique pour Ophélie et Com. Elle a ouvert le dossier. Voici l'acte de transfert de propriété du Penthouse de l'avenue Henri Martin. Soline a décidé d'offrir sa maison aux jeunes mariés pour qu'ils puissent commencer leur vie avec le prestige qu'ils méritent. La salle a retenu son souffle, puis a éclaté en applaudissements nourris. Com et Ophélie se sont levés, mimant la surprise et l'émotion. C'était parfaitement orchestré. Si je refusais maintenant, je passais pour un monstre. Si je disais non, je brisais l'ambiance féerique et je devenais la méchante sœur jalouse devant tout le Paris mondain. Maître Duprat m'a tendu un stylo en or massif. Juste ici, mademoiselle. Une simple signature pour sceller l'amour fraternel. Hermine s'est penchée vers moi, couvrant le micro de sa main manucurée. Son murmure était un sifflement de serpent. Signe, espèce de petit imbécile. Tout le monde regarde. Si tu ne signes pas, tu es morte socialement. Fais-le. Je regardais le stylo. Je regardais le papier. Je voyais les mots donation entre vifs. Je voyais ma vie, mon indépendance, mon refuge, sur le point d'être volée par un trait de plume extorqué. Je sentais la sueur couler dans mon dos. La pression était physique, écrasante. Ils avaient gagné, pensait-il. Ils m'avaient acculé dans une impasse où la seule sortie honorable était le sacrifice de soi. Mais ils avaient oublié une chose. Ils avaient oublié que je n'étais pas seule. J'ai levé les yeux vers ma mère. J'ai vu la cupidité pure dans ses prunelles. Et j'ai su. J'ai su que je préférais être la méchante de leur histoire plutôt que la victime de la mienne. J'ai pris le stylo. Hermine a relâché légèrement sa prise sur mon bras, pensant avoir gagné. Un soupir de soulagement imperceptible a traversé le groupe familial. Ophélie battait des mains comme une enfant gâtée devant un sapin de Noël. Au lieu de me pencher vers le document, j'ai fait un pas vers le micro. J'ai gardé le stylo en main, comme une arme. Il y a un malentendu, ai-je dit. Ma voix était claire, étonnamment stable. Le système sonore a porté mes mots jusqu'au fond de la salle. Les applaudissements se sont tus instantanément. Hermine s'est raidie. Soline, chérie, ne sois pas timide. A-t-elle tenté d'intervenir, essayant de reprendre le micro. J'ai reculé d'un pas, ce n'est pas de la timidité, maman. C'est de la clarté. Cet appartement m'a été légué par grand-mère Reine parce qu'elle voulait que j'aie un toit à moi. Ce n'est pas un cadeau de mariage. Je ne le donnerai pas. Ni aujourd'hui, ni jamais. Un murmure de choc a parcouru l'assemblée. Quelqu'un a laissé tomber une fourchette. De plus, ai-je continué, sentant l'adrénaline brûler mes veines, je trouve indécent d'utiliser une audience captive pour extorquer des biens familiaux. Ophélie, Com, si vous voulez un Penthouse, je vous suggère de travailler pour vous le payer, comme tout le monde. C'était l'insulte suprême. Suggérer que les de Valois devaient travailler. Le visage d'Hermine est passé du masque social parfait à une grimace de haine pure en une fraction de seconde. Elle a oublié où elle était. Elle a oublié les 200 témoins. Elle a oublié les années de prétention à l'élégance. La rage primitive a pris le dessus. Petite garce ingrate, a-t-elle hurlé. Son bras est parti avant que je ne puisse réagir. La gifle a claqué comme un coup de fouet. Sa main, lourde de bagues, a heurté ma joue et mon cou avec une violence inouïe.
L'impact a été brutal. Ma tête a basculé sur le côté. Et puis, le son. Ce n'était pas le bruit de la chair frappée qui a glacé la salle. C'était le bruit du collier. Les ongles d'Hermine s'étaient pris dans mon collier de perles. Le fil de soie a cédé. Clac. Clac. Clac clac clac. Le temps s'est arrêté. Les perles, ces sphères parfaites de nacre blanche, ont plu sur le marbre de l'estrade. Elles rebondissaient, roulaient, s'éparpillaient comme des larmes solides. Chaque petit bruit résonnait dans le silence mortel de la salle de bal. C'était le son d'une famille qui se brise. C'était le son de la fin. J'ai porté la main à ma joue brûlante. Je sentais le goût métallique du sang dans ma bouche. Hermine restait là, la main en l'air, la poitrine haletante, réalisant soudain l'énormité de ce qu'elle venait de faire. Elle avait agressé sa fille en public. Le vernis avait craqué. Personne ne bougeait. Même l'orchestre était figé. Je n'ai pas pleuré. Je refusais de lui donner cette satisfaction. J'ai regardé les perles au sol. L'héritage de ma grand-mère, souillé par la violence de sa propre fille. Lentement, avec une dignité que je ne soupçonnais pas posséder, je me suis accroupie. J'ai cherché parmi les débris. J'ai ramassé une seule perle. Une seule. Je l'ai serrée dans mon poing jusqu'à ce qu'elle me fasse mal. Je me suis relevée. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Elle semblait soudain petite, effrayée. « C'est la dernière chose que tu me prendras, ai-je dit, assez fort pour que les premiers rangs entendent. » J'ai jeté le stylo en or aux pieds de Maître Duprat. Puis j'ai tourné les talons. J'ai descendu les marches de l'estrade. La foule s'est écartée sur mon passage comme la mer rouge, les visages oscillant entre horreur et fascination morbide. Je suis sorti de la salle de bal, le dos droit, la joue en feu, mais le cœur froid comme la pierre. Je me suis effondré sur un canapé en velours dans un coin reculé du hall de l'hôtel, loin des regards indiscrets. L'adrénaline commençait à retomber, laissant place à des tremblements incontrôlables. Ma joue pulsait douloureusement. J'ai ouvert ma main, la perle unique était là, tiède, immaculée, contrastant avec la violence de l'instant. J'ai sorti mon téléphone. Mes doigts glissaient sur l'écran. J'ai composé le numéro enregistré sous Maître Lazare, urgence. Ça a sonné une fois. Allô? Soline? La voix grave et rassurante de l'avocat de ma grand-mère a répondu. C'est fait, ai-je chuchoté, ma voix se brisant pour la première fois. Elle m'a frappé. Devant tout le monde. Le collier est cassé. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, puis un soupir de colère contenu. Elle a osé. Très bien. Soline, écoute-moi. Ne bouge pas. Nous arrivons. Reine est prête. La police est avec nous. La police? J'ai répété, un frisson me parcourant l'échine. C'est vraiment nécessaire? Après ce qu'elle a fait, et ce que nous avons découvert. C'est indispensable. Tiens bon, mon enfant. 1 heure. Donne-nous 1 heure. J'ai raccroché. 1 heure. 60 minutes à attendre pendant que, derrière les doubles portes dorées à 50 mètres de là, ma famille tentait probablement de sauver les apparences. Je pouvais presque entendre Hermine minimiser l'incident. Oh, vous connaissez Soline, toujours si émotive. Elle a trébuché. C'était un accident. Ils allaient reprendre le champagne, couper le gâteau, danser sur les ruines de ma dignité. Pendant cette heure, j'ai revisité toute ma vie. J'ai pensé à la petite fille qui voulait juste que sa mère la regarde avec fierté, pas avec calcul. J'ai pensé à mon père, cet homme mou qui avait laissé faire, qui avait probablement fourni le stylo. J'ai pensé à Ophélie, qui n'avait pas bougé le petit doigt quand sa mère m'avait frappé, trop préoccupée par l'effet que ça aurait sur sa fête. La culpabilité a essayé de s'insinuer. Est-ce que j'allais trop loin? J'allais détruire ma famille. J'allais envoyer ma propre mère devant la justice. C'était contre nature. Puis, mon téléphone a vibré. Un message de Marius, mon ami journaliste d'investigation, qui avait aidé à rassembler les preuves. Je suis dans la voiture avec ta grand-mère. Elle est furieuse, Soline. Mais elle est aussi incroyablement fière de toi. Elle dit, le sang ne justifie pas l'abus.
Ce soir, on nettoie les écuries d'Augia. Courage. J'ai regardé la perle dans ma main. Le sang ne justifie pas l'abus. J'ai repensé à la gifle. À l'humiliation publique. Au chantage. Non, je n'allais pas trop loin. C'est eux qui avaient franchi la ligne depuis des années. Je ne faisais que tracer la mienne, enfin. J'ai essuyé mes yeux. Je suis allée aux toilettes pour rafraîchir mon visage. La marque rouge sur ma joue commençait à virer au bleu. Parfait. Qu'ils voient. Qu'ils voient tous la marque de leur amour. À 22h30 précise, le balai des gyrophares bleus a illuminé la verrière de l'entrée de l'hôtel. 2 voitures de police et une berline noire. Le portier, paniqué, s'est précipité. La portière de la berline s'est ouverte. Maître Lazare est sorti, aidant une silhouette fragile mais imposante à s'extraire du véhicule. Grand-mère Reine. Elle était en fauteuil roulant pour aller plus vite, mais elle tenait sa canne comme un sceptre royal. Elle portait un tailleur Chanel gris anthracite et, autour de son cou, un collier de perles identique à celui qui gisait en miettes dans la salle de bal. Je me suis levée et j'ai marché vers elle. Quand elle a vu ma joue, son visage s'est durci comme de la pierre. « On y va », a-t-elle dit simplement. Escortée par 2 officiers de police, un huissier de justice et son avocat, ma grand-mère s'est dirigée vers la salle de mariage. La cavalerie était arrivée. Et elle ne venait pas pour négocier. L'intérieur de la salle de bal tentait désespérément de retrouver une ambiance festive. L'orchestre jouait un jazz entraînant, mais personne ne dansait vraiment. Les conversations étaient des chuchotements frénétiques. Hermine passait de table en table, riant trop fort, versant du champagne à ras-bord, essayant de colmater la brèche sociale béante que mon départ avait laissée. Soudain, les grandes portes à double battant se sont ouvertes avec fracas. Non pas poussées par des serveurs discrets, mais ouvertes en grand par 2 officiers de police en uniforme. La musique s'est arrêtée net. Un silence, bien plus lourd et terrifiant que celui de tout à l'heure, est tombé sur la salle. Maître Lazare poussait le fauteuil roulant de Reine jusqu'au centre de la piste de danse. Je marchais à côté d'elle, la tête haute, ma joue tuméfiée exposée à la lumière crue des lustres. Hermine, qui était près de la pièce montée, s'est figée. Son verre de champagne lui a échappé des mains et s'est brisé au sol, tachant le bas de la robe immaculée d'Ophélie qui se tenait à côté d'elle. « Maman » a balbutié Hermine, sa voix montant dans les aigus. « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu devrais être à la maison de retraite. Tu n'as pas toute ta tête. » Reine a levé la main pour faire taire sa fille. Elle n'a pas eu besoin de crier. Sa voix de juge, exercée pendant 40 ans dans les tribunaux, portait jusqu'au fond de la salle. Je suis peut-être vieille, Hermine, mais je suis tout sauf sénile. Et je suis ici pour corriger une erreur judiciaire que j'ai laissée perdurer trop longtemps. Les invités étaient pétrifiés. C'était un spectacle inimaginable, la matriarche respectée, arrivant avec les forces de l'ordre au mariage de sa petite fille. Mesdames et messieurs, a continué Reine, s'adressant à la foule comme un jury. On vous a menti ce soir. On vous a fait croire que ma petite fille Soline était une égoïste qui refusait de partager. La vérité, c'est que c'est la seule personne honnête de cette famille. Hermine a essayé de s'avancer, le visage déformé par la panique. Faites-la sortir. Elle est folle. Officier, sortez ma mère d'ici, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Un des policiers a fait un pas en avant, bloquant le chemin d'Hermine. Madame, veuillez rester calme. Reine a fixé sa fille avec un dégoût insondable. Tu as frappé ma petite fille. Tu as essayé de lui voler sa maison. Mais ce n'est pas le pire, n'est-ce pas Hermine ? Ophélie pleurnichait en regardant sa robe tachée de vin. Grand-mère, tu gâches tout. C'est mon mariage. Ton mariage ? Reine a ri, un son sec. Parlons-en de ton mariage, ma pauvre enfant. Sais-tu avec quel argent tout ce cirque a été payé ? Côme, le marié, a commencé à reculer vers la sortie de secours, sentant le vent tourner. Maître Lazare a ouvert sa mallette et en a sorti un document. Il a tendu à Marius, qui l'a connecté au système de projection qui devait servir à montrer les photos d'enfance des mariés. Sur l'écran géant, une image est apparue. C'était un acte de vente immobilier. Et une analyse graphologique. Le titre brillait.
preuve de falsification, vente Villa Deauville, 2021. Hermine est devenue blanche comme un linge. Elle a dû s'agripper à la table des mariés pour ne pas s'effondrer. Elle savait. Elle savait que le secret qu'elle pensait enterré venait de ressurgir pour l'engloutir. Reine a repris la parole, implacable. Il y a 3 ans, alors que j'étais à l'hôpital pour mon opération de la hanche, droguée par les antidouleurs, ma fille Hermine m'a fait signer des papiers. Elle m'a dit que c'était pour l'assurance. En réalité, elle imitait ma signature sur d'autres documents pour vendre ma villa de vacances à Deauville. Une maison qui était dans la famille depuis 3 générations. Un hoquet de stupeur a parcouru la salle. Vendre un bien de famille en secret est un péché capital dans ce milieu. Elle a vendu pour 1,2 million d'euros, a précisé Reine. J'ai découvert la vente il y a 6 mois. J'ai engagé des experts. J'ai tracé l'argent. Marius a changé la diapositive. Des relevés bancaires sont apparus. L'argent n'a pas servi à payer mes soins, comme elle l'a prétendu à certains. L'argent a été viré sur un compte offshore au Luxembourg au nom d'Hermine et Amaury. Et devinez où cet argent est allé récemment? Une autre diapositive. Des factures. 80 000 euros pour une robe de mariée Dior. 150 000 euros pour la location du Shangri-La. 50 000 euros pour le traiteur. Reine a pointé sa canne vers Ophélie. Ton mariage, ma petite, est une scène de crime. Tu portes sur le dos l'argent volé à ta grand-mère. Ophélie a regardé sa robe avec horreur, comme si le tissu la brûlait soudainement. Elle s'est tournée vers sa mère. Maman? C'est vrai? Tu m'as dit que c'était l'argent des bonus de papa. Amaury, mon père, qui s'était fait tout petit derrière le gâteau, a été pris à partie par les policiers. Monsieur Amaury de L, vous êtes également cité dans la plainte pour complicité et recel d'abus de faiblesse, a déclaré l'officier principal. Ce n'est pas moi, a couiné Amaury, trahissant sa femme en une seconde. C'est Hermine. C'est elle qui a imité la signature. Elle m'a dit que maman était d'accord. Je n'ai fait que signer les virements. Espèce de lâche, a hurlé Hermine, se jetant sur son mari. Les policiers ont dû s'interposer physiquement pour les séparer. C'était grotesque. C'était pathétique. C'était la fin. Maître Lazare a pris la parole, sa voix calme tranchant avec le chaos. La plainte a été déposée ce matin pour faux, usage de faux, abus de faiblesse et violence volontaire sur mademoiselle Soline. Les preuves sont irréfutables. Madame, monsieur, nous vous prions de nous suivre au commissariat pour votre garde à vue. Hermine s'est tournée vers la salle, les yeux exorbités, cherchant un allié, un regard ami. Mais il n'y avait que des visages fermés, dégoûtés. Les de Valois, la famille du marié, s'étaient levés en bloc. Le père de Côme, un homme austère, a fait un signe à son fils. Côme a regardé Ophélie, qui pleurait toutes les larmes de son corps au milieu de sa robe tachée et volée. Il a regardé la police. Il a regardé le scandale qui allait faire la une des journaux le lendemain. Il a retiré sa chevalière, puis son alliance toute neuve. Il les a posées sur la nappe. Je suis désolé, a-t-il dit, non pas à Ophélie, mais à son père. Il a tourné le dos à sa fiancée et a suivi ses parents vers la sortie. Hermine a poussé un cri inhumain quand les policiers lui ont passé les menottes. Mes mains. Vous faites mal à mes mains. Vous ne savez pas qui je suis. Nous savons exactement qui vous êtes, madame, a répondu l'officier froidement. Une escroc. L'image de mes parents escortés hors de la salle de bal, encadrée par la police, restera gravée dans ma mémoire pour toujours. Hermine tentait encore de garder la tête haute, lançant des regards furieux à la ronde, tandis qu'Amaury pleurait ouvertement, une épave d'homme brisée par sa propre faiblesse. Ophélie était restée seule au milieu de la piste de danse. Ces demoiselles d'honneur s'étaient discrètement éloignées, ne voulant pas être associées au désastre. Elle ressemblait à une poupée cassée, abandonnée dans un coin. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une pointe de pitié pour elle. Pas beaucoup, mais un peu. Elle avait été élevée dans le mensonge, nourrie de vanité, et maintenant, la réalité venait de lui briser les os. Elle a levé les yeux vers moi. Son mascara coulait en rivière noire sur ses joues poudrées. Soline. Fais quelque chose. Dis-leur que c'est une erreur. C'est mon mariage. J'ai secoué la tête doucement.
Il n'y a pas d'erreur, Ophélie. Il n'y a que la vérité. Et la vérité, c'est que tout ceci, j'ai désigné la salle, les fleurs, le luxe, n'a jamais existé. C'était une illusion payée avec l'argent de grand-mère. Grand-mère Reine s'est approchée d'Ophélie. Elle n'a pas tendu la main. Tu as fait un choix, Ophélie. Tu as choisi la facilité et l'aveuglement. Tu savais que tes parents n'avaient pas cet argent. Tu n'as jamais posé de questions parce que la réponse ne t'intéressait pas. Maintenant, tu vas devoir grandir. Les invités ont commencé à partir. Pas lentement, mais en une marée rapide et silencieuse. Personne ne voulait être là quand les journalistes arriveraient. J'ai vu des amis de mes parents, des gens qui venaient dîner à la maison depuis 20 ans, détourner le regard et se faufiler vers la sortie comme des rats quittant le navire. C'est là que Madame de la Croix, une figure incontournable de la haute société parisienne et une vieille connaissance de ma grand-mère, s'est arrêtée devant moi. Elle était connue pour être impitoyable socialement. J'ai retenu mon souffle, m'attendant à une critique sur mon esclandre. Elle a sorti une carte de visite de son sac Hermès et me l'a tendue. Mademoiselle, a-t-elle dit d'une voix forte, s'assurant que les quelques personnes restantes entendent. J'ai un château en Sologne qui a besoin d'une restauration complète. Je cherche quelqu'un qui a de l'intégrité et du courage. Appelez-moi lundi. Elle a jeté un regard méprisant vers la porte par où Hermine était sortie. Votre mère était une parvenue sans classe. Vous avez l'étoffe de votre grand-mère. C'était la validation ultime. Le verdict social était tombé, Hermine était bannie, et j'étais adoubée. Mais curieusement, cela ne m'a pas fait plaisir. Je me sentais juste vide. Épuisée. La salle était presque déserte maintenant. Juste les serveurs qui commençaient à débarrasser les tables, l'air gêné. Le gâteau de mariage, intact, trônait comme un monument à l'absurdité de la situation. Reine a posé sa main ridée sur la mienne. Viens, Soline. On rentre à la maison. À ta maison. Nous sommes sortis. L'air frais de la nuit parisienne m'a frappé le visage. J'ai pris une grande inspiration. Pour la première fois depuis des années, l'air n'avait pas le goût de la peur ou de l'obligation. Il avait le goût de la liberté. Une liberté effrayante, solitaire, mais réelle. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon juridique et médiatique. L'histoire de la mariée à la robe volée a fait les choux gras de la presse à scandale pendant quelques jours, avant d'être remplacée par une autre affaire. Mais dans notre cercle social, les dégâts étaient permanents. Hermine et Amaury ont été mis en examen. Grâce aux preuves accablantes fournies par Reine et Marius, l'instruction a été rapide. Ils ont dû vendre tout ce qu'ils possédaient pour commencer à rembourser la dette envers ma grand-mère et payer leurs avocats. Leur appartement du 8e a été vidé. Les meubles, les tableaux, les bijoux, tout a été saisi. Ils attendent leur procès, qui aura lieu l'année prochaine. Ils risquent de la prison avec sursis et de lourdes amendes, mais leur véritable punition est sociale. Ils sont devenus des parias. Plus personne ne répond à leurs appels. Ophélie a vécu l'enfer. Com a annulé le mariage officiellement 3 jours après le scandale. Il n'a même pas eu le courage de le lui dire en face, c'est son avocat qui a envoyé un courrier. Elle a dû rendre la bague. Pire, elle a dû trouver un travail. Sans diplôme, sans expérience, avec un nom de famille sali, elle a fini par trouver un poste de vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter en banlieue. Elle m'a appelé une fois, en pleurs, me reprochant d'avoir gâché sa vie. J'ai raccroché. Je n'étais pas responsable de sa chute, j'avais juste arrêté de la porter. Amaury a essayé de me contacter. Il m'a envoyé une lettre manuscrite, pleine de justifications larmoyantes. Il disait qu'il avait fait tout ça pour nous, qu'il était une victime d'Hermine. J'ai brûlé la lettre dans la cheminée de mon Montpentouse. Je me suis souvenu de ces mots à la police, c'est elle. Un homme qui jette sa femme au loup pour se sauver lui-même ne mérite pas ma compassion. Il n'était pas une victime. Il était le complice silencieux qui avait rendu tout cela possible. Quant à moi, j'ai eu peur que le scandale nuise à mon entreprise. C'est l'inverse qui s'est produit. L'intervention de Madame de la Croix a ouvert des portes. Les clients appréciaient mon honnêteté brutale. Si j'étais capable de tenir tête à ma propre famille pour défendre la vérité, ils savaient que je ne leur mentirais jamais sur la valeur d'une œuvre d'art. Je suis retournée voir grand-mère Reine chaque dimanche.
Mais maintenant, nous ne parlions plus de mes parents. Ils étaient devenus des fantômes, des ombres du passé. Nous parlions d'art, de politique, de l'avenir. 6 mois ont passé depuis la nuit du Shangri-La. Nous sommes en juin. Je suis assise sur la terrasse de Montpentouse. Le soleil se couche sur Paris, teintant le ciel de rose et d'orange. C'est magnifique. Et c'est à moi. Vraiment à moi. Pas parce que j'ai un papier qui le dit, mais parce que je l'ai défendu. J'ai une petite boîte en velours sur mes genoux. Je l'ouvre. À l'intérieur, il y a un collier. Pas le long rang de perles opulents que je portais ce soir-là. Non. C'est une chaîne en or très fine, presque invisible. Et au centre, suspendue, il y a une seule perle. La perle que j'ai ramassée sur le sol après la gifle. Je l'ai fait monter en pendentif. Elle a une minuscule égratignure sur le côté, là où elle a heurté le marbre. Je n'ai pas voulu qu'on la polisse. Cette égratignure est importante. Elle me rappelle que la perfection est une illusion dangereuse. Je mets le collier. La perle repose contre ma peau, froide puis tiède. Elle ne pèse rien, et pourtant, elle porte le poids de toute mon histoire. J'ai perdu une famille parfaite ce soir-là. J'ai perdu une mère, un père, une sœur. Parfois, la solitude me pèse. Parfois, j'aimerais avoir des parents normaux avec qui déjeuner le dimanche. Mais ensuite, je regarde cette perle. Et je me souviens du prix que je payais pour leur semblant d'amour. Je payais avec mon estime de moi. Je payais avec ma vérité. C'était trop cher. Grand-mère Reine sort de l'appartement avec 2 coupes de champagne. Elle marche un peu plus lentement ces jours-ci, mais son esprit est toujours aussi vif. « À quoi penses-tu, Soline ?» demande-t-elle en s'asseyant à côté de moi. Je touche la perle. Je pense que parfois, il faut laisser les choses se briser pour pouvoir construire quelque chose de vrai. Elle sourit et trinque avec moi. À la vérité, ma chérie. Et à la liberté. À la liberté, je réponds. J'ai appris une leçon brutale, mais nécessaire. La famille, ce n'est pas le sang. Le sang, c'est juste de la biologie. La famille, c'est le respect. C'est la loyauté. C'est ceux qui se tiennent à vos côtés quand le monde s'effondre, pas ceux qui causent l'effondrement. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais je sais une chose, je ne baisserai plus jamais la tête. Je ne m'excuserai plus d'exister ou de réussir. Je suis Soline. Je suis une survivante. Et cette perle unique autour de mon cou brille plus fort que tous les faux semblants du monde. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Cela a été difficile de revivre ces moments pour vous les raconter, mais je pense qu'il est important de briser le silence sur les dynamiques familiales toxiques. Si cette histoire a résonné en vous, si vous aussi vous avez dû couper les ponts pour vous sauver, s'il vous plaît, mettez un j'aime à cette vidéo. Cela aide énormément la chaîne. Et surtout, partagez votre propre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu une rupture familiale aussi violente? Comment vous êtes-vous reconstruit? Je lirai chacun de vos messages. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, vous valez mieux que la façon dont on vous traite. À bientôt.